Ravi de participer à cette discussion. Avec plaisir. Alors, pour donner un peu le contexte à ceux qui nous écoutent, on passe littéralement notre vie entière à chercher des réponses à l'extérieur. Tout à fait. On observe la société, on interroge nos proches, on s'investit à fond dans notre travail. Tout ça dans l'espoir secret que quelqu'un nous dise comment agir. C'est très humain, oui. On cherche une validation externe. Exactement. Mais en préparant cette exploration d'aujourd'hui, en compilant nos sources, je me posais une question. Et si la véritable guérison exigeait un voyage radicalement inverse? C'est-à-dire, Eh bien, et si la seule véritable clé, c'était de faire de soi-même une priorité absolue et d'arrêter d'attendre cette fameuse validation de l'extérieur? ah bah ça, c'est un renversement de perspective qui donne souvent le vertige. Et c'est, en fait, très exactement le cœur de l'approche du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Jung, voilà, c'est le sujet du jour. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décoder ces forces invisibles qui dirigent nos vies, sans jargon, de manière hyper concrète. Et c'est crucial, parce que la grande différence de Jung avec d'autres penseurs, c'est qu'il ne s'intéressait pas seulement à ce que nous pensons consciemment. Oui, il n'en restait pas à la surface. Exactement. Il cherchait le pourquoi profond, invisible des événements qui jalonnent notre existence. Ouais. Il a littéralement cherché à lier notre monde intérieur, notre psyché, à l'univers physique tout entier. C'est fou comme on y pense. Nos dynamiques cachées finissent toujours par se refléter dans notre réalité, c'est bien ça? C'est complètement ça. Et c'est ce qui rend son œuvre incontournable pour comprendre pourquoi on répète inlassablement les mêmes erreurs, par exemple. Et c'est exactement ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Mais pour y parvenir, il faut comprendre comment Jung a redessiné la carte de l'esprit humain. Absolument. Et le point de départ, c'est sa rupture très douloureuse avec son mentor, Sigmund Freud. Ah oui, Freud, le père de la psychanalyse. Voilà, à l'époque, Freud voyait en Jung son dauphin naturel, mais leur vision de ce qu'est l'inconscient a fini par créer un fossé infranchissable entre eux. Justement, l'inconscient, c'est un mot qu'on utilise tous les jours, on le lèche un peu à toutes les sauces. Comment il s'opposait sur ce point précis? Pour faire simple, la vision de Freud est strictement personnelle. L'inconscient chez Freud, c'est une sorte de sous-sol de l'esprit. Un genre de cave un peu sombre? C'est ça. Une poubelle où l'on jette tout ce qui nous dérange. Nos désirs refoulés, nos pulsions inavouables, et bien sûr les traumatismes de l'enfance. D'accord, donc chaque inconscient freudien est unique. Le mien est différent du vôtre. Exactement, car il est le produit exclusif de votre histoire personnelle. Mais pour Jung, cette couche personnelle, C'est pas la seule chose. non. Pour lui, c'est juste l'écume à la surface de l'eau. En dessous de cette écume, il postulait l'existence d'un océan d'une profondeur insondable. Ah oui, quand même. Un océan qui est commun à l'humanité entière. C'est ce qu'il a appelé l'inconscient collectif. Attendez, un océan commun. Comment on passe de «j'ai refoulé un souvenir d'enfance» à «nous partageons tous un gigantesque réseau psychique»? Ça paraît énorme, oui. Bah oui, il n'a pas pu simplement inventer ça dans son bureau en fumant la pipe, si. Non, pas du tout. Ça découle d'observations cliniques très rigoureuses. Au début des années 1900, Jung travaillait à l'hôpital psychiatrique de Zurich. D'accord. Il traitait des patients atteints de schizophrénie. Des gens souvent issus de milieux très modestes, sans aucune éducation classique. Ok, des ouvriers, des paysans. Voilà. Et Jung a remarqué un truc stupéfiant. Lors de leur délire, ces patients décrivaient des images et des symboles d'une précision folle. Quel genre d'image? Des images qui correspondaient exactement à des mythologies antiques ou à des textes alchimiques très anciens. Des textes qu'ils n'avaient logiquement aucun moyen de connaître. Aucun moyen, non. L'exemple le plus célèbre, c'est un de ces patients qui fixait le soleil. Aïe! Oui. Et ce patient disait qu'en plissant les yeux, il voyait que le soleil possédait un appendice, une sorte de phallus. D'accord, c'est très spécifique. Très. Et il ajoutait que quand cet appendice se balançait de gauche à droite, ça créait le vent sur la Terre. Ok, et alors? Eh bien, des années plus tard, Jung est tombé sur la traduction d'un papyrus grec très obscur, un texte du culte de Mitra. Ne me dites pas que... Si. Le texte décrivait exactement la même vision. Un tube suspendu au soleil générant les vents solaires. C'est incroyable. Ce patient ne pouvait matériellement pas avoir lu ce papyrus. C'était impossible. Jung en a donc déduit que l'esprit humain ne naît pas comme une page blanche. Nous naissons avec des structures symboliques préexistantes. Des modèles innés en quelque sorte. Exactement. Des modèles de perception qu'il a nommés les archétypes. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que c'est dense. Si je comprends bien l'idée des archétypes, c'est pas comme un disque dur caché dans notre cerveau. Non, il n'y a pas de fichier caché. C'est pas de l'information stockée comme un vieux PDF de l'Antiquité.
C'est plutôt, disons, si notre esprit fonctionnait avec des moules à biscuits. Ah, j'aime beaucoup cette analogie. Imaginez un moule en forme d'étoile. Le moule lui-même ne contient aucune nourriture. Oui, il est vide. Mais la pâte qu'on va utiliser pour faire le biscuit va changer. Ça peut être une pâte au chocolat, au citron, ça dépend de ma culture, de ma famille, de mon époque. C'est très juste. Mais peu importe la pâte, la forme finale, l'étoile, sera toujours la même. Donc l'archétype, c'est le moule, et mon expérience personnelle, c'est la pâte. C'est une excellente métaphore. Le contenant est universel et biologique, mais le contenu devient culturel et personnel. D'accord, je vois bien l'idée. Et ces moules archétypaux structurent la façon dont nous appréhendons le monde. Le moule le plus puissant de tous, c'est incontestablement l'archétype du héros. C'est vrai qu'on le retrouve absolument partout. La première histoire écrite de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh, on a ce schéma? Oui, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Exactement. On a le même moule avec Luke Skywalker dans Star Wars ou Harry Potter. Le héros qui doute, qui traverse l'épreuve, frôle la mort et renaît. Tout à fait. Et ce n'est pas que dans la fiction. C'est une grille de lecture qu'on applique à la réalité en permanence. On projette ça sur nos leaders, non? Complètement. Notre psychisme projette ces archétypes sur des figures réelles, qu'elles soient politiques ou religieuses. Il y a d'ailleurs un exemple contemporain assez frappant pour illustrer ça de manière purement psychologique. Lequel avez-vous en tête? Et je précise bien, au-delà de toute opinion politique, il faut rester objectif. Prenez l'image de Donald Trump lors de cette tentative d'assassinat. Ah oui, avec le visage en sang et le poing levé. Voilà. Si cette image a fait le tour du monde instantanément, si elle a eu un impact aussi viscéral sur des millions de personnes, C'est pas juste parce que c'est un événement historique. exactement. C'est parce que visuellement, elle vient s'emboîter parfaitement dans ce fameux moule à biscuits du héros. C'est l'image archétypale du guerrier blessé qui refuse de plier face à la mort. Et ça, notre inconscient collectif le reconnaît en une fraction de seconde, bien avant que notre intellect n'analyse la situation de façon rationnelle. C'est l'illustration parfaite de la puissance d'un archétype. Il court-circuite la rationalité pour frapper directement l'inconscient. C'est fascinant et un peu effrayant. Oui, mais cette idée de moule soulève un problème psychologique majeur. Lequel? Eh bien, si notre développement est guidé par ces grandes structures et par les attentes de la société, que se passe-t-il avec les morceaux de notre patte personnelle qu'on n'utilise pas? Ah, la patte qui dépasse du moule. Exactement. En grandissant, pour être aimé par nos parents ou se conformer à l'école, on découpe et on jette d'immenses parties de nous-mêmes. Genre une colère jugée inappropriée ou une vulnérabilité honteuse? Voilà. Tout ça ne disparaît pas. Cela forme ce que Jung appelle l'ombre. D'accord, donc l'ombre, c'est pas juste un concept abstrait, c'est le résultat concret de tout ce qu'on a rejeté pour se fabriquer une personnalité acceptable en société. Ce que Jung appelle la persona, le masque social. Souvent, on dit que c'est comme balayer la poussière sous le tapis pour faire croire que la maison est propre, mais j'imagine que chez Jung, la poussière ne reste pas sagement sous le tapis. Loin de là. Elle fermente, elle prend de l'ampleur. La règle fondamentale de l'ombre, c'est qu'elle agit toujours de façon compensatoire. C'est-à-dire? Plus votre persona est rigide, plus votre ombre sera dense et extrême dans la direction opposée. Donnez-nous un exemple pour voir. Si une personne construit toute son identité sur l'idée qu'elle est d'un altruisme absolu, qu'elle se sacrifie constamment, Sans jamais rien demander en retour? oui, eh bien, son ombre ne sera pas juste un peu égoïste. Son ombre va se charger d'une avidité féroce, d'une cruauté et d'un mépris profond. Waouh! Le système cherche toujours l'équilibre en fait. C'est exactement ça. Mais alors si je vous écoute, l'ombre, c'est juste notre côté maléfique, notre double diabolique qui attend son heure. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est une erreur très courante de le penser. L'ombre n'est pas mauvaise en soi. Ah bon? Non, elle contient simplement ce qui n'a pas été vécu. Chez une personne qui a grandi dans un milieu hyper rationnel et froid, par exemple. Que se passe-t-il pour elle? Son ombre contiendra peut-être un immense talent artistique, une capacité à aimer passionnément ou une intuition fulgurante. Donc des choses très positives aussi. Complètement. Le problème, c'est que l'ombre, quand elle est ignorée, a besoin de s'exprimer. Et comme elle ne peut pas le faire consciemment, l'esprit utilise un mécanisme redoutable. Lequel? La projection. Ah, la projection. Autrement dit, je refuse tellement de voir que ma propre maison est sale que je deviens obsédée par la moindre tache de boue chez le voisin. Exactement. L'esprit humain déteste la dissonance cognitive. Pour éviter le conflit terrifiant de devoir affronter notre propre noirceur, on l'extrait de nous-mêmes.
Et on la colle sur le visage des autres, c'est ça? C'est ça. Très souvent, nos ennemis extérieurs, les personnes qui nous irritent au plus haut point de manière irrationnelle, Oui, le collègue qui nous rend dingue. voilà, ils sont simplement les porteurs des traits que nous refusons d'assumer. Si la désorganisation de ce collègue vous met dans une rage disproportionnée, C'est mon propre besoin de lâcher prise qui hurle de l'intérieur. fort probablement oui, un besoin étouffé par une discipline de fer. D'accord, je comprends bien comment ça marche avec les gens qu'on déteste. Mais qu'en est-il des gens qu'on aime? Est-ce qu'on projette aussi sur nos partenaires amoureux? C'est là que les conséquences sont souvent les plus tragiques. Jung a identifié 2 archétypes spécifiques pour ça. Lesquels? L'anima, qui est l'image archétypale du féminin dans l'inconscient de l'homme, et l'animus, l'image du masculin dans l'inconscient de la femme. Ce sont des forces qu'on porte tous en nous donc. Oui, des forces de connexion, d'intuition ou de structure. Mais si nous ne les développons pas à l'intérieur de nous, on va les projeter sur notre partenaire. Donc en fait, quand je tombe éperdument amoureuse, je ne vois même pas la personne en face de moi? Souvent non. Je ne fais que regarder un film que je projette sur elle. Enfin, elle n'a jamais passé d'audition pour le rôle que je lui donne, en fait. C'est une excellente façon de le formuler. On tombe amoureux d'un fantasme. Et le problème, c'est que la réalité finit toujours par reprendre ses droits. Le matin où il laisse traîner ses chaussettes. Par exemple, le partenaire trébuche, fait une erreur ou agit simplement comme un humain imparfait. Le masque se fissure. Et là, c'est la cata. La déception n'est pas juste de la tristesse, c'est une véritable trahison psychologique. Ça mène à une idéalisation toxique, puis à un rejet profond. Car on en veut à l'autre de ne pas être le dieu ou la déesse qu'on avait imaginé. C'est exactement ça. C'est effrayant de réaliser à quel point on est aveugle à nos propres fonctionnements. Et ce n'est pas tout. C'est vrai, là où ça devient vraiment intéressant, dans nos sources, c'est que Jung ne s'arrête pas à la simple projection psychologique. Il va beaucoup plus loin. Il dit carrément qu'on attire ces personnes à nous. C'est la fameuse loi de résonance, l'idée qu'il n'y a aucune coïncidence. C'est un concept puissant, oui. Si au fond de moi, je suis persuadée que je ne mérite pas l'amour, je ne vais pas juste imaginer que les gens sont froids. Je vais littéralement attirer et choisir des partenaires inaccessibles. Votre extérieur devient le miroir parfait de votre croyance intérieure. C'est le point de bascule de la psychologie jungienne. D'accord, mais là, je suis obligée de faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y. C'est une belle idée poétique, mais scientifiquement parlant, n'est-ce pas juste ce qu'on appelle le biais de confirmation? C'est-à-dire, Si je crois que tout le monde me déteste et que j'entre dans une pièce de 100 personnes, mon cerveau va ignorer les 99 personnes souriantes. et focaliser sur la seule personne qui vous regarde de travers. Exactement. C'est juste mon cerveau qui filtre les données pour me donner raison. C'est pas l'univers qui m'envoie un message mystique. C'est une objection parfaitement rationnelle. Et elle est indispensable si on ne veut pas sombrer dans la pensée magique. Jung lui-même en était conscient. Ah, il s'est posé la question? Bien sûr. Et c'est crucial de parler ici de son amitié extraordinaire avec Wolfgang Pauli. Le physicien. Oui, Pauli n'était pas un mystique, c'était l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique. Un prix Nobel de physique quand même. Pas vraiment le profil à croire aux fantômes donc. Pas du tout. Mais Pauli traversait une crise existentielle sévère et est devenu le patient de Jung. Pendant des décennies, ils ont dialogué. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ensemble, ils ont développé le concept de synchronicité. Ces coïncidences étranges qui ont un sens profond, mais aucune cause logique apparente. Exactement. Des événements liés par le sens, non par la causalité physique. Pour expliquer ça, ils ont réhabilité l'idée de l'unus mundus, le monde unifié. D'accord, c'est un peu abstrait, ça veut dire quoi en pratique? En physique quantique, l'observateur influence la matière observée. Pauli et Jung postulaient qu'au niveau fondamental, il n'y a pas de séparation entre matière et esprit. Donc le physique et le psychique sont les deux faces d'une même pièce. Voilà. Un monde unifié où vos conflits intérieurs peuvent littéralement s'incarner dans des événements extérieurs. Ça donne carrément le tournis. Ça bouscule nos paradigmes, c'est certain. Mais pour revenir à votre objection sur le biais de confirmation, Oui, le filtre neurologique. Jung dirait que oui, c'est peut-être un filtre, mais la question demeure, pourquoi votre inconscient choisit-il spécifiquement ce filtre-là? Ah, pour me forcer à voir un truc que je rate? Exactement. L'inconscient compense notre hyper-rationalité. Si la logique pure refuse d'admettre une blessure, l'inconscient va utiliser le monde extérieur, les rencontres, pour forcer cette blessure à se manifester. Il transforme le hasard en symbole pour nous guider, en gros? Pour nous forcer à regarder là où ça fait mal, oui.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si mon propre esprit orchestre des échecs répétitifs pour m'envoyer des signaux clignotants en néon rouge, Il faut réagir. mais comment on arrête la machine? Comment on arrête de subir ce cycle pour enfin prendre le volant de sa propre vie? C'est là qu'intervient le concept le plus important. L'objectif ultime de toute la psychologie de Jung. Le processus d'individuation. L'individuation, c'est-à-dire devenir un individu. On ne l'est pas déjà un peu tous? Non, au départ nous sommes une somme de fragments, d'influences sociales et d'ombres ignorées. D'accord. Individuation vient de la racine qui signifie devenir indivisible, unifié. Ce n'est pas prendre un jour de congé au spa. C'est pas juste faire du yoga et des mantras positifs, quoi. Loin de là. C'est un travail viscéral, une alchimie intérieure. Il s'agit de cesser de s'identifier à l'ego pour intégrer le soi. La totalité de notre être, ombre incluse. Exactement. L'individuation, c'est transformer sa blessure en sagesse. Ce qui demande, j'imagine, de faire tomber toutes les étiquettes qu'on s'est collées sur le front. Surtout celle-là, oui. On connaît tous la fameuse typologie de Jung, introverti ou extraverti, et les 4 fonctions. Pensée, sentiment, sensation, intuition. Oui, ça a inspiré beaucoup de tests de personnalité. Et le piège absolu, ce n'est pas de découvrir sa case, c'est de s'y enfermer. J'ai eu un vrai déclic en préparant cette émission avec un exemple précis de nos sources. Lequel? Quand quelqu'un dit Moi, de toute façon, je suis nul en mathématiques, je suis une créative », on pense que c'est une réalité objective. Alors que ça ne l'est pas forcément. Non, en fait, la personne est peut-être en train de dire « J'ai volontairement amputé ma propre capacité de logique parce que l'assumer viendrait détruire mon scénario rassurant de rêveuse chaotique. » C'est une excellente analyse. On mutile notre propre cerveau pour garder le masque, c'est fou, hein? C'est exactement cela. Nous sacrifions notre entièreté pour sauver notre identité artificielle. L'individuation exige de récupérer ses fonctions refoulées. Mais comment on fait ça concrètement? On ne peut pas juste appuyer sur un bouton récupérer la logique? Jung utilisait une méthode redoutable pour cela, l'imagination active. C'est quoi le principe? Le principe est d'entrer consciemment en dialogue avec les contenus de l'inconscient. Attendez, concrètement, ça ressemble à quoi? Est-ce que je dois m'asseoir dans le noir dans mon salon et parler à voix haute à mon anxiété? Presque, sans forcément parler à voix haute. L'idée est de laisser monter une émotion forte, disons une immense angoisse. Ou une colère injustifiée? Oui, et au lieu de la repousser ou de la juger, de la personnifier. Vous lui donnez une forme, une voix, dans votre esprit. Et je lui parle? Vous l'interrogez. Que me veux-tu? Pourquoi apparais-tu maintenant? Jung notait tous ces dialogues dans ses célèbres cahiers. C'est hyper vulnérable de faire ça. Très. Mais ça permet de découvrir que derrière chaque monstre intérieur, derrière chaque névrose, il y a un message fondamental. Une énergie qui essaye de remonter à la conscience, en gros. C'est ça, c'est inviter ces démons à prendre le thé pour comprendre ce qu'ils ont à dire. C'est super puissant, mais ça doit être sacrément perturbant au quotidien de vivre comme ça. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, à notre vie sociale, l'individuation a un prix très lourd. Ah oui, lequel? Guérir émotionnellement et récupérer toutes ses parts demande d'apprendre à fixer des limites sans aucune culpabilité. Ah, ça c'est dur. Et surtout, cela demande d'assumer de décevoir les autres. Quand vous vous individuez, vous cessez de correspondre à la version accommodante que certaines personnes émettent en vous. Donc, inévitablement, certaines relations s'effondrent. Oui, des amitiés, voire des mariages. C'est le prix douloureux de l'authenticité. On ne peut pas être fidèle à soi-même et continuer à plaire à tout le monde. Ce qui nous ramène avec beaucoup de force à notre question de départ. Choisir de faire ce voyage, se choisir soi-même en priorité et affronter son ombre. On pourrait croire que c'est égoïste. Voilà, le summum du nombrilisme. Mais à travers le prisme de Jung, c'est en fait l'acte le plus généreux qu'un être humain puisse accomplir. Absolument. Parce qu'en s'individuant, on cesse enfin d'être un fardeau inconscient pour le reste du monde. On arrête de vomir nos projections sur nos collègues. D'ailleurs, pour des fantasmes irréalistes. Et le plus vertigineux, c'est qu'on devient capable de briser des schémas de traumatisme qui se transmettaient dans nos familles depuis des décennies. C'est en soignant notre propre psyché qu'on assainit l'océan collectif dont on parlait au début. C'est une responsabilité individuelle immense quand on y pense. Changer le monde ne passe pas par des injonctions morales externes, finalement. Non, ça passe par le courage, parfois terrifiant, de regarder à l'intérieur de soi pour y faire la lumière. Et ça, c'est clairement l'œuvre de toute une vie. Alors, pour terminer notre exploration d'aujourd'hui, il y a une réflexion qui m'a frappée et que je voulais partager. Je vous écoute. C'est une idée qui prolonge vraiment tout ce qu'on vient d'analyser. Si, comme le démontre Jung, nos inconscients sont tous interconnectés dans ce vaste réseau collectif, Oui.
Et si l'on regarde l'état actuel de notre monde, on peut sérieusement se demander si la polarisation extrême, la haine et la division féroce qu'on observe à l'échelle mondiale, C'est très pertinent, oui. n'est-ce pas tout simplement l'humanité entière qui, terrifiée, refuse collectivement de regarder sa propre ombre en face. On préfère s'inventer des ennemis jurés de l'autre côté de la frontière ou sur les réseaux sociaux. Plutôt que d'admettre la noirceur qui nous habite tous. Exactement. C'est une réflexion assez troublante à laisser infuser pour tous les esprits curieux qui nous accompagnent aujourd'hui. C'est une lecture très lucide de notre époque. Le monde extérieur est au final le miroir fidèle de nos conflits collectifs non résolus. C'est un long chemin de l'accepter. C'est un voyage difficile avec des régressions, bien sûr, mais cette spirale de mort et de renaissance intérieure reste le seul chemin vers une véritable liberté. Il ne tient qu'à chaque individu de commencer à nettoyer sa propre part du miroir. Une liberté qui ne s'achète pas, mais qui se conquiert. Merci beaucoup pour cet éclairage profond et pour ces clés de compréhension si précieuses aujourd'hui. Merci à vous, c'était un plaisir. À la prochaine pour plonger ensemble dans de nouveaux territoires passionnants. Prenez soin de vous.